Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur les différentes questions qui animent les acteurs de l'ESG vis-à-vis de l'investissement dans la défense. Nous en parlerons avec Arnaud Dumas, rédacteur en chef Finance Durable chez Novetic. Ce sera la première partie de l'émission. Et puis nous enchaînerons sur Enjeu Patrimoine où nous resterons sur cette thématique. Nous nous demanderons si la défense peut être un investissement à impact avec Hervé Guèze, directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Nous détaillerons la position de Mirova sur le sujet dans la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans l'œil de l'expert, la troisième partie de l'émission, nous ferons un point sur la retraite des femmes et notamment sur l'importance de la planification financière quand il s'agit de retraite des femmes. Nous en parlerons avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, fondatrice de Evest, mais aussi enseignante à l'université Paris-Dauphine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur les différentes questions qui sont posées par les acteurs de la finance responsable, par les acteurs de l'ESG vis-à-vis de l'investissement dans la défense. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Dumas. Bonjour Arnaud Dumas. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef Finance Durable chez Novetic. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce que depuis les événements récents qu'on a pu voir aux États-Unis, notamment la position du président américain vis-à-vis de la guerre en Ukraine, il y a eu des décisions politiques en Europe et notamment un plan de 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense qui a été annoncé il y a quelques semaines et ça pose un certain nombre de questions sur le sol européen vis-à-vis des acteurs de la finance durable, de la finance responsable, sur est-ce qu'on doit faire partie de ces investissements ou non, puisqu'une partie de ces 800 milliards d'euros d'investissement vont concerner aussi des investissements via des actifs privés. Aujourd'hui, quels sont les différents questionnements à l'œuvre sur le sujet, Arnaud Dumas ? Effectivement, ça fait un gros débat dans le monde de la finance durable, parce que l'armement est depuis très longtemps plutôt exclu des fonds durables, Bien sûr. notamment sous l'impulsion des banques éthiques qui, elles, refusent une position catégorique dessus et refusent d'investir dans tout ce qui est armement et estiment que c'est de l'investissement public qui doit s'en charger. Sous la pression aussi de la société civile, il y a eu beaucoup de controverses sur des armes retrouvées dans des conflits avec des grandes sociétés européennes ou américaines et ça pose de grosses controverses. Bien sûr. Et du coup, le monde de la finance durable a progressivement exclu de plus en plus largement l'armement controversé, les armes qui sont bannies par les traités internationaux, ça c'est évidemment une première étape assez normale, assez classique, mais ça a été un peu plus loin. Et depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, il y a des questionnements qui se posent sur le dessus, qui se posent encore plus fort aujourd'hui, que ce soit du côté des investisseurs institutionnels, donc les asset owners, ou des sociétés de gestion. Comment est-ce qu'on peut faire partie effectivement de ce train ou pas ? La question, c'est l'armement dans les stratégies ESG, non. Mais quand il s'agit de défendre la démocratie ou la souveraineté européenne, est-ce que ça ne devient pas quelque part une thématique ESG ? C'est ça un peu la question. C'est exactement ça. Il y a des investisseurs qui ont trouvé des arguments pour ça. Il y a l'AF2I, qui est l'association des investisseurs institutionnels, qui a fait un rapport il me semble qu'il y a 2 ans, je crois, en disant que l'ODD numéro 16, qui permet Objectif de développement durable des Nations Unies, oui. Tout à fait, qui vise à vivre dans des sociétés pacifiques. En creux, dit qu'on doit pouvoir se défendre. Il y a aussi la Charte des Nations Unies qui dit qu'on a le droit de se défendre à partir du moment où on ne fait pas des guerres d'agression. Bien sûr. Et donc ça fournit des socles pour les investisseurs ESG pour financer ce type d'industrie, avec des réserves tout de même. Quand il s'agit de se défendre, entre guillemets, ça peut rentrer dans une stratégie ESG, c'est en tout cas ce que défendent ces acteurs-là. Mais il y a d'autres acteurs qui disent oui, mais ça reste de l'armement. Exactement, et c'est toute la position difficile en fait de ces acteurs. C'est où est-ce qu'on va, jusqu'à où on peut financer. Donc si certains disent à partir du moment où on fait une analyse ESG assez stricte de ces industries, de la même manière
manière qu'on le ferait dans d'autres industries. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas les faire rentrer l'armement dans nos fonds? D'accord. Avec la méthodologie ESG, c'est ça? On le traiterait comme un autre actif, on y appliquerait une méthodologie ESG, et là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas rentrer les acteurs de la défense dans cette catégorie? Avec des spécificités qui sont les traités qui bannissent certaines armes, les armes controversées, et puis aussi le fait qu'il faut bien surveiller la chaîne de valeur, notamment à qui on vend, à qui sont vendues les armes. Alors, pour les acteurs européens, il y a beaucoup de législation. Malgré tout, on retrouve quand même de temps en temps des controverses. Donc, c'est un point quand même très, très important à surveiller. Il y a des acteurs comme Mirova, par exemple, qui demandent qu'il y ait un cadre qui soit mis en place un cadre ESG qui soit mis en place pour favoriser ce genre de financement. D'accord, un cadre ESG qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui, demain, pourrait encadrer le fait qu'on aille investir dans certaines entreprises liées à l'armement dans un objectif de défense de la souveraineté européenne ou de pays dont on estime que le modèle est un modèle en lien avec les valeurs ESG, si je comprends bien. Exactement, c'est un cadre qui serait plus formalisé, j'imagine, qui permettrait d'analyser plus finement en fait, ces industries et donc de les financer normalement par des fonds ESG. Quand on parle de finances durables, responsables ou à impact, ça dépend effectivement, on a les différents termes, on parle souvent des fonds article 8, article 9, par opposition au fonds article 6 par exemple. Est-ce qu'on pourrait investir dans la défense avec un fonds article 9 ? Alors, j'ai parlé avec un investisseur il n'y a pas très longtemps, une investisseuse qui me disait que non, c'était exclu de tous ces fonds article 9, parce que ces fonds article 9 ont pour but de financer la transition écologique et sociale, et que l'armement ne s'inscrit pas du tout dans ces thématiques de fond. D'accord. Et c'est difficile effectivement de voir un impact positif sur l'environnement d'une arme, et encore moins d'un impact social. Donc, qui avait plutôt tendance à dire les fonds article 9, non, c'est pas forcément pour l'industrie de la défense. Après, il y a effectivement les fonds article 8 qui sont moins disants en termes écologiques et en termes ESG, en fait. Bien sûr. Et là, la porte est plus ouverte et il y a plein de fonds ESG qui financent déjà des entreprises de l'armement. Ça existe déjà aujourd'hui? Ça existe déjà aujourd'hui. Ce qui suscite parfois des controverses. Aux États-Unis, je me souviens d'une association qui s'appelle ASUSO qui avait évalué le nombre d'industriels de l'armement qui étaient dans des fonds ESG. Alors, ça remontait il y a 2 ans, mais c'est à peu près 7 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Et ce qui, eux, ne leur convenait pas en disant que l'armement ne devait pas faire partie des fonds ESG. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de discussions sur le sujet aujourd'hui s'il y a déjà des fonds ESG qui financent des entreprises de la défense ou de l'armement? Alors, l'industrie de l'armement estime que, malgré tout, les critères ESG les excluent trop largement de ces fonds. Ok. Et en plus... Et là, il y a un plan d'investissement massif. Donc, effectivement, il faut que ça soit facilité, si je comprends bien, en tout cas, selon ceux qui voudraient que ça rentre dans les... Je pense aussi que tant que la finance durable était finalement une niche, c'était pas trop gênant. Aujourd'hui, elle s'est quand même beaucoup généralisée, même si elle subit un backlash aujourd'hui, elle reste quand même en position assez forte. Et donc, l'armement ne veut pas se couper de cette base complètement et donc demande d'aller un peu plus loin. Il y a des travaux parlementaires réguliers sur la question. Voilà. Ensuite, l'industrie de l'armement a aussi un gros problème de financement de tout ce qui est TPE, PME et qui ne sont pas cotés. Et donc là, des accès au financement bancaire difficiles. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment une forme de lobbying assez poussée de leur part. Et ça pose aussi des questions parce qu'il y a effectivement les entreprises dont l'activité est effectivement liée directement à la défense ou à l'armement. Et puis il y a les sous-traitants des sous-traitants. À quel moment on définit qu'une entreprise rentre dans le secteur de l'armement ou non? Eh ben c'est toute la question, notamment du cadre, de mettre un cadre, j'imagine, sur l'analyse de ces entreprises. C'est à partir de quel seuil on décide qu'elles font trop partie de la défense ou pas assez. Voilà, il y a vraiment des analyses assez fines à faire sur l'activité des entreprises. Et il faut avoir accès aussi aux données de ces entreprises, effectivement. Bien sûr, oui. Ce qui pose parfois sans doute un problème. Il y a certains acteurs qui estiment que l'industrie de la défense n'est pas assez transparente sur certains aspects. Donc voilà. Arnaud Dumas, je rappelle que vous êtes journaliste, donc vous suivez ça et vous échangez avec tous les acteurs. À votre avis, de votre vision un petit peu plus lointaine du sujet, on va pouvoir réussir à réconcilier ces deux visions, ou au contraire, va y avoir finalement deux manières de faire de l'ESG, une qui intégrera la défense et l'autre qui ne l'intégrera pas? Je ne pense pas qu'on réconciliera ces visions. Il y a toujours des acteurs qui ne voudront jamais, ou en tout cas qui disent ne vouloir jamais financer la défense. C'est trop, ça ne fait pas partie de leurs enjeux de durabilité.
Par contre, il y a effectivement un mouvement en ce moment assez fort qui fait de gens qui veulent financer. Donc, ça se fera et je pense qu'il y aura effectivement ces deux canaux. Après, la question qui se pose, c'est le client final, finalement. Bien sûr. Faut-il qu'il pose la question, finalement, celui qui va lui proposer un fonds, à chaque fois de savoir s'il y a de l'armement ou non à l'intérieur. Exactement. Et là, la transparence sera cruciale parce que on l'a vu avec les énergies fossiles dans le label ISR, par exemple. Le label ISR a érodé la confiance des épargnants progressivement parce qu'il y avait encore des énergies fossiles dedans, parce que la transparence n'était pas suffisante. Ça s'est résolu avec la refonte du label ISR récente. Il ne faudrait pas que ça se reproduise avec l'armement, par exemple. Bien sûr. Il faut vraiment que l'investisseur final ou l'épargnant sache ce qu'il a dans son fonds. Merci beaucoup Arnaud Dumas d'être venu décrypter le sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef finance durable chez Novetic. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour Enjeu Patrimoine. La défense peut-elle être un investissement à impact? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine, sachant que le sujet peut diviser au sein des différents acteurs en matière d'investissement ESG. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hervé Guèze. Bonjour Hervé Guèze. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Il y a un sujet quand même. Alors ça fait 1 an et demi que le sujet est sur la table, mais depuis 2 semaines et depuis l'annonce du plan d'investissement de 800 milliards d'euros dans la défense au niveau européen, le sujet revient beaucoup de savoir si les fonds ESG doivent ou non investir dans cette thématique qui est la défense ou l'armement. Et Mirova s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Vous défendez une position disant que les fonds ESG doivent faire partie dans un cadre précis de l'investissement dans la défense, parce que quelque part, il y a une méthodologie ESG qui pourrait s'appliquer et encadrer un petit peu. Oui, alors tout est dans un cadre précis. D'accord. Si on revient rapidement sur le sujet de l'ESG et de la défense, ce qui est, je pense, faut avoir en tête qu'il y a eu historiquement une approche qui était plutôt éthique. Bien sûr. Dans l'ESG, qui était de dire finalement certains investisseurs ne souhaitent pas financer ou s'enrichir sur des activités qu'ils considèrent comme potentiellement nuisibles ou dangereuses. Bien sûr. Donc, c'est toutes les listes d'exclusion. C'est ce que j'allais dire, c'est la base même de l'ESG, c'est d'exclure certaines activités. Oui. Le côté exclusion, voilà, parce qu'on ne veut pas... c'est pas dans la logique d'exclusion, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas, il faut rayer ces activités du monde. C'était des investisseurs qui disaient, moi, mon investissement, mon enrichissement personnel ne doit pas être corrélé avec une augmentation de la consommation d'alcool, une augmentation de consommation de tabac, une explosion des guerres dans le monde. Voilà. Donc il y avait une position éthique qui était de dire, c'est mon argent, et donc mon argent, je ne souhaite pas qu'il aille sur ce type d'activité. Bien sûr. Ce qui s'est passé avec les enjeux de développement durable et la finance du développement récente a été de renverser la problématique et de dire, plutôt que de se poser la question qu'est-ce qu'on veut exclure, on va se poser la question de quelles sont les préférences. Quelles sont nos préférences et vers quoi on voudrait que ça aille. Alors vous pouvez me dire que c'est un peu de la dialectique, parce qu'une fois qu'on a fini de dire ce qu'on ne veut pas faire... on va vers ce qu'on préfère. Oui, bien sûr. Mais pas complètement quand même. D'accord. Les fonds, article 9, etc. C'est-à-dire faire des vrais choix de préférence. Pas juste se dire on élimine quelque chose, mais vers quoi on veut aller. D'accord. Et donc les choix de préférence qui a été vraiment la position de Mirova depuis l'origine, c'était de dire quelles sont les activités sur lesquelles on considère qu'il y a une valeur ajoutée environnementale et sociale. Et pour considérer qu'il y a une valeur ajoutée environnementale et sociale, c'est évidemment un cadre de pays, de normes qui doit définir qu'est-ce qui peut être utile à la société. Bien sûr. Et donc c'est là où le sujet de la défense vient, c'est de dire, si on se replace dans le débat actuel, on voit bien que le sujet, est-ce que la défense peut être utile à la société ? La problématique auquel on va faire face, on est dans un monde, qu'il faut le reconnaître, est en bouleversement majeur, pris en tenaille en géopolitique entre la Chine d'un côté, la Russie qui se désengage. Et donc, pour des investisseurs européens, se dire que les démocraties libérales étant attaquées, notre problématique de défense étant un enjeu majeur de souveraineté, on n'aura pas de souveraineté économique si on n'a pas de souveraineté de défense, on n'aura pas de souveraineté énergétique si on n'a pas de souveraineté de défense. Il faut se poser la question de dans quel cadre on pourrait tout à fait légitimement dire que des investisseurs européens se saisissent du sujet de la souveraineté
européenne de défense pour en faire un enjeu auquel il faut répondre positivement. Bon, donc pour défendre quelque part la vision ESG sur les autres sujets, il faut intégrer la défense dans les investissements parce que ça fait partie quelque part du même mécanisme. Exactement, c'est le mécanisme des choix de préférence, c'est pas un positionnement éthique figé en faisant la liste de ce qu'on veut pas, c'est de se poser continuellement la question de qu'est-ce qui est utile aujourd'hui à nos systèmes de démocratie libérale, qu'est-ce qui est utile à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et se poser cette question-là, elle n'est pas hors sol et elle ne peut pas être figée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde tous les fonds Mirova, il n'y a pas d'entreprise de défense. Pourquoi ? Parce que dans la façon de répondre à cet objectif, aujourd'hui, le compte n'y est pas. D'accord. C'est-à-dire ce que n'a pas fait l'Europe, ni d'ailleurs le monde, elle ne s'est pas mis d'accord sur finalement quels étaient les types d'armes controversées dont on ne voulait pas. Il y a des pays qui sortent des conventions d'Ottawa, d'Oslo sur les armes controversées. Elle ne s'est pas mis d'accord sur la liste des pays sur lesquels on pourrait exporter. Est-ce qu'on a le droit d'exporter du Moyen-Orient, etc. Donc, la question, c'est comment on définit ensuite effectivement notre modèle et ce qu'on veut réellement défendre. Oui. Exactement. Les conditions objectives pour faire un investissement en actions cotées en se disant on répond bien à l'enjeu de souveraineté européenne et pas à autre chose, aujourd'hui ne sont pas. Donc nous, c'était notre seul point, c'était de dire il n'est pas illégitime d'ouvrir le débat. D'accord. Pour autant, attention aux raccourcis que j'ai pu entendre chez les pouvoirs publics, comme c'est faux de dire que les positions des fonds ESG empêchent l'industrie de la défense de se financer. C'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les fonds qui excluent la défense sont essentiellement des fonds article 9, qui représentent 3% du marché. Les fonds ESG, c'est 50% du marché. La plupart des fonds ESG font des screens ESG dans lesquels ils n'excluent pas la défense. Dans le monde des actions cotées, c'est pas tellement du financement, c'est plutôt du retour sur capital. Donc les actionnaires qui investissent dans les entreprises de défense ont plutôt du retour sur capital qu'ils injectent du nouveau capital. Donc il ne faut pas mélanger les débats. Voilà, ce qui nous paraît légitime, c'est de se dire, dans le monde obligataire, dans le monde du private equity, dans le monde de l'equity, si on veut traiter le sujet de la souveraineté européenne de la défense, est-ce que c'est une problématique de notre temps ? Oui. Est-ce que c'est un enjeu important pour la transition écologique et sociale ? Oui. On ne fera pas la transition écologique et sociale en Europe sans avoir une souveraineté. D'accord. Donc, est-ce que les fonds et les acteurs de la finance durable doivent se poser la question de comment on pourrait répondre à cette logique de souveraineté européenne des défenses ? On pense que oui. Par contre, il faut définir le cadre. C'est ce que j'allais dire. De le faire. Donc, il faut un cadre. Il faut un cadre. Et ça, il faut un cadre au niveau européen. Il faut un cadre au niveau politique, au niveau réglementaire. Évidemment. D'accord. Évidemment, puisque aujourd'hui, ce que vous n'avez pas, c'est, il y a eu une déclaration récente, par exemple, du Premier ministre polonais, qui a dit on pourrait sortir des conventions qui interdisent les bombes à submission antipersonnelles. Alors la Pologne, c'est pas rien. Elle a pour objectif d'être demain la première armée sur le sol européen. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, pour les investisseurs français, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire si d'un côté l'État français fait partie de ces conventions qui interdisent les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles, et de l'autre côté, vous dites, dans la finance durable, il n'y a pas de problème, on peut financer des entreprises, des armées qui utilisent les bombes à sous-munitions antipersonnelles. On voit bien qu'il y a une incohérence totale. Par ailleurs, quelle serait la cohérence de dire qu'il s'agit de financer l'effort de souveraineté européenne de défense et de dire qu'en fait, la progression des actions va être pas du tout forcément liée à ça, mais elle va être liée aussi à la capacité d'exportation dans plein de pays qui ne respectent pas ces normes, qui n'ont pas traité le traité de non-prolifération nucléaire, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur lesquelles il faut que, plutôt que de mettre à l'index les fonds ESG qui vraiment n'ont aucune responsabilité dans le manque d'investissement dans la défense, bien sûr, il faut que les pouvoirs publics se saisissent du sujet qui est de dire, finalement, si on a un vrai sujet, puisqu'on veut accroître fortement les capacités et les investissements dans le monde de la défense, quel est le bon cadre qu'on doit mettre pour rassurer les épargnants, quelle que soit la forme que l'éventuel appel à l'épargne sera fait, pour rassurer les épargnants sur le fait qu'on financera bien ce sujet précis et pas autre chose. Mais Hervé Guez, il y a le temps réglementaire, le temps effectivement des pouvoirs publics pour mettre en place un cadre et le temps de l'entreprise et le timing d'investissement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que les investisseurs divers et variés ou même investisseurs institutionnels attendent qu'il y ait ce cadre pour se positionner ou que non, quand même... C'est pour ça qu'on a fait une proposition qu'on a mise sur la table qui est de dire essayons d'appliquer l'innovation qu'a su mettre en place la finance durable
pour financer les besoins de la transition écologique via les obligations vertes. Bien sûr. Sur le sujet de la défense. Rien n'empêche... Ce que vous appelez les European Defence Bonds, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est une suggestion. Rien n'empêcherait aujourd'hui de se dire, s'il y a des besoins d'investissement, qu'ils soient au niveau européen, qu'ils soient au niveau de l'État français ou des autres États européens, qu'ils soient au niveau des groupes qui peuvent faire appel au marché obligataire, rien n'empêche de mettre en place de façon volontaire un cadre qui dit les fonds qu'on va lever vont être destinés seulement et uniquement au projet de réarmement des armées européennes et de bien définir ce cadre. Ça peut aller très vite, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de tous se mettre d'accord, il s'agit au moins de se dire, sur cet argent qui va être levé, ça, voilà les conditions qu'on peut dire en termes de fléchage de ces financements. Voilà, ça c'est une suggestion pragmatique qui peut répondre à la problématique qu'on a soulevée. Suggestion pragmatique récente, ça fait quelques jours effectivement que Mirova a pris la parole sur le sujet. Est-ce que vous avez eu des retours déjà d'autres acteurs qui seraient d'accord avec vous, peut-être des pouvoirs publics, parce que c'est quand même un sujet où il y a une notion de rapidité quand même à prendre en compte? Oui, alors c'est un sujet, pourquoi il y a cette actualité très forte alors qu'effectivement la guerre en Ukraine elle est pas nouvelle. Bien sûr. Il y a ce sujet, il vient sur la table parce qu'il y a eu ces besoins d'efforts d'investissement importants l'Europe se réveille. Elle se rend compte que l'armée américaine sera peut-être pas toujours là, donc l'Europe se réveille, donc elle se dit qu'il faut falloir investir. Et les industriels et le pouvoir public, avec une dose de mauvaise foi, se disent on a un problème. C'est l'ESG. C'est l'ISG. D'accord. C'est évidemment pas le problème, c'est pas l'ESG. Encore une fois, beaucoup de fonds ESG, et c'est discutable, investissent dans des entreprises de défense. Et encore une fois, le besoin du financement, sur l'armement européen ou l'investissement en Europe, il n'y avait pas assez de commandes. L'Europe dépensait pas à plus pour sa défense. Donc ça, c'est quand même le gros sujet. Et le besoin de financement, d'innovation, d'ailleurs, ça a été dit par le président de la République, à la limite, c'est un sujet plus général qui concerne tout ce qui est du monde du non-coté sur les nouvelles technologies. On a une structure d'épargne qui est très orientée vers tout ce qui est liquide, peu de risques. Donc des obligations d'État, des grandes entreprises qui n'ont vraiment pas de sujet de financement. Donc si on veut traiter bien le sujet de la défense, il faut évidemment des investissements que l'Europe investisse. Encore une fois, l'Union européenne, l'État français ne trouvera pas de problématique pour financer ses besoins. Les grands groupes n'auront pas de problématique. Et si on veut adresser vraiment ce qui sont des nœuds à la capacité d'innovation et de transformation de nos économies, que ce soit sur l'innovation en termes de défense, où il y aura des sujets d'intelligence artificielle, de guidage technologique, etc. S'il s'agit de financer des PME, des grosses PME innovantes du monde du non-coté, en fait, c'est la structure de l'épargne et la façon dont on peut orienter les capitaux vers le non-coté qu'il faut traiter. Voilà, ce qu'on dit juste, c'est pas donc la réponse sur les défenses bonds est dire circuler, il n'y a rien à voir. Si on veut trouver un mécanisme de financement, on peut trouver sur l'ESG. Par contre, il faudrait traiter les vrais sujets d'orientation de l'épargne pour financer nos sujets de souveraineté environnementale, souveraineté sociale. On l'a vu pendant le Covid, ça a été un peu oublié, mais ça reste un sujet. Souveraineté technologique. Donc ça, évidemment, c'est des problématiques au cœur de la finance durable. Merci beaucoup Hervé Guez de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons faire un point sur l'importance de la planification financière lorsqu'il s'agit de la retraite des femmes. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondatrice de Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine. Et alors aujourd'hui, on fait un focus sur la retraite des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inégalité lorsqu'on part à la retraite entre hommes et femmes ? Oui, on pourrait très bien se dire, mais pourquoi finalement pas s'intéresser à la retraite des hommes ? Eh bien tout simplement parce que les femmes gagnent en moyenne 1 400 € par mois à la retraite. C'est 30% de moins que les hommes. D'accord. Et au-delà de cela, les femmes vivent 6 ans de plus en moyenne, puisque l'espérance de vie des femmes est de 86 ans. Donc il y a un décalage, si vous voulez, entre les hommes et les femmes, où elles doivent finalement combler ce déficit et épargner pour avoir ces 6 ans de plus d'épargne. C'est en moyenne, on a fait le calcul, ça représente à peu près 156 000 € de déficit
à combler pour les femmes pour D'accord. arriver juste au même niveau que les hommes. D'où l'importance d'anticiper, de D'où prévoir. l'importance d'anticiper. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi finalement ce décalage ? Alors bien sûr, on va retrouver l'écart salarial. D'accord, Les ouais. femmes gagnent en moyenne 23% de moins et puis représentent 80% des emplois à temps partiel. Mais pour combler ce déficit, il faut effectivement commencer à trouver des solutions. Or, on le sait, si on regarde un petit peu la situation aujourd'hui, nos retraites, alors que ce soit hommes et femmes confondus, là, on est quand même dans une situation difficile. Avec Bien sûr. Un déficit budgétaire abyssal, sans revenir dans les détails, et une inquiétude réelle sur le niveau de vie global à la retraite, le jour où on ira à la retraite, bien sûr. Oui, d'ailleurs, la commission des retraites prévoit probablement que d'ici 2050, une personne qui gagnait 2 000 euros et devait toucher à peu près 1 400 euros à la retraite ne touchera plus que 1 200 euros. D'accord. Donc, on a déjà finalement une révision à la baisse de ces retraites d'ici 2050 qu'il faut combler. Et en même temps, on a cette hausse de l'inflation qui rend problématique et qui renoue sur l'importance de préparer sa retraite. Concrètement, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper quand on est une femme il sa faut passer retraite ? par la retraite par capitalisation. D'accord, il faut investir. On a un dispositif aujourd'hui qui est disponible, c'est le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, en plus, est une niche fiscale et permet justement de combler ce déficit. Je vais donner un exemple clair. Aujourd'hui, si une femme épargne 200 euros par mois dès 35 ans, à 65 ans, elle aura 160 000 euros. D'accord. Donc on aura rattrapé ce déficit par rapport à le déficit que vous mentionniez tout à l'heure vis-à-vis des 6 ans de vie supplémentaire. Et du niveau de retraite insuffisant. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est 160 000 euros pour arriver juste au niveau masculin. D'accord. D'accord ? Donc pour cela, il faut qu'elle épargne 200 euros de plus que les hommes. D'accord, Pour arriver ouais, bien sûr. au même niveau pendant 35 ans, avec sur une hypothèse de rendement de 5%, qui est l'équivalent d'un profil équilibré. Et c'est primordial de le faire. C'est primordial de le faire parce que il ne faut pas oublier qu'on a une femme sur 4, finalement, au-dessus de 65 ans, qui est sous le seuil de pauvreté. 200 euros de plus par mois et ensuite on investit de manière diversifiée sur le long terme, sur un plan d'épargne retraite. Plan d'épargne retraite, c'est une hypothèse équilibrée d'un portefeuille mixte, 50% actions, 50% taux. Donc c'est quelque chose, une hypothèse assez conservatrice. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson de nous avoir alerté sur ce sujet donc, de la retraite des femmes et l'importance de la planification financière. On retient 200 euros de plus par mois pour combler effectivement le déficit et ce dès 35 ans. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.